J'aimerais qu'on ait un échange ensemble entre toi et moi sur la thématique agriculture industrielle versus agriculture du vivant. Le but n'est pas ici de confronter, c'est-à-dire que les deux modèles, hein, mais c'est juste enfin de t'amener, c'est-à-dire qu'à réfléchir, à penser. Comme je t'ai dit ici sur la chaîne, c'est une chaîne qui se veut, c'est-à-dire voilà, de s'interroger, c'est-à-dire que sur les actions, sur ce que nous faisons, de te questionner, c'est-à-dire qu'avant d'aller faire quoi que ce soit, de ne pas aller, c'est-à-dire que bec et ongle parce que tout le monde fait, tu vas faire. Tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Quel est le résultat que ça apporte? Donc tu vois qu'ici, je te parle d'agriculture, mais tu ne peux pas uniquement attendre de moi que je te donne les idées de culture. Comment cultiver, c'est-à-dire que l'igname? Comment, c'est-à-dire que gagner les millions avec l'igname? Si tu ne sais pas, c'est-à-dire voilà, vers quel modèle d'agriculture tu vas? Quel est le type d'agriculture que tu fais? Quels sont les bienfaits? Quels sont les inconvénients? Parce que ta rentabilité va découler du fait que tu saches les inconvénients et les avantages. Que tu saches ton coût de production et puis le prix de revient et comment faire pour réduire le coût de production. Comment faire pour pouvoir aussi travailler dans de très bonnes conditions en respectant l'environnement, la biodiversité et en respectant toi ton bien-être et le bien-être des consommateurs. C'est très important ce que je vais partager ici avec toi. Donc je vais demander que tu sois très attentif ou attentive, que tu écoutes jusqu'au bout parce que si tu n'as pas, c'est-à-dire que cette philosophie-là, tu ne pourras pas justement aller entreprendre dans le domaine agricole. Tu ne pourras pas être un bon agriculteur ou une bonne agricultrice. Tu ne pourras pas être un bon entrepreneur tout simplement. Parce que tu n'auras pas, c'est-à-dire voilà, acquis les fondamentaux. Donc je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Tokou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat et je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si écrire la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset. Oui, je dis, sans un bon mindset, tu ne peux pas devenir la personne que tu veux être. Je suis entrepreneur investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on appelé poivre de Penja, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Resnendon et l'autre comme on appelait Api, Sonjansan, la culture du Bitacola, comme on appelait Gassinacola. Avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur les marchés physiques et sur les marchés virtuels. C'est une thématique qui te parle. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne Enfin TD. Je vais t'inviter aussi à mettre beaucoup plus de pouces, afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Car j'insiste encore, c'est une vidéo qui se veut d'être très technique. Il va falloir que tu mettes assez de pouces pour que l'algorithme puisse partager, puisse savoir que c'est une vidéo qui est intéressante et partager à plusieurs d'entre vous. Et comme cadeau de bienvenue, je t'invite à regarder sous la barre de description de cette vidéo-là. Tu verras le premier lien qui est là, où je partage avec toi gratuitement une formation qui te donne comme ça 10 idées de meilleure culture ultra rentable à lancer en Afrique si tu veux, c'est-à-dire que justement rentrer dans le Gotha très très fermé des seigneurs de la terre. Ce sont des cultures comme ça qui t'amènent à avoir ta liberté financière, à générer, c'est-à-dire voilà, une prospérité, c'est-à-dire voilà, générationnelle. Donc je t'invite, clique sur la barre de description, regarde sur la barre de description et clique sur ce lien-là. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes intéressés par le domaine agricole. Du moins, l'engouement est en train d'arriver. Ce n'était pas le cas tel qu'il y a plusieurs décennies. L'agriculture, c'est le parent tel que pauvre. On nous a toujours tel que donné une très mauvaise image concernant le domaine agricole. Ce qui fait qu'au niveau de l'Afrique, très peu de personnes s'intéressent. Beaucoup de jeunes délaissent l'agriculture. L'agriculture est faite beaucoup plus aujourd'hui par les anciens. Et on se pose la question, comment, c'est-à-dire qu'avec autant de richesses, que ce soit sur le plan agraire, que ce soit dans le sous-sol, que ce soit sur le plan de la faune et la fleur, qu'on n'arrive pas justement à développer ce secteur-là. Donc c'est un secteur, je vais dire ici, qui se veut d'être très complexe. Et aujourd'hui, la plupart, c'est-à-dire que des jeunes, la plupart des personnes aussi, on se prisme là, on regarde plutôt vers l'Occident.
On regarde vers l'Occident une agriculture aujourd'hui dite industrialisée, dite moderne. Donc, c'est cet échange-là que je vais avoir ici avec toi. Est-ce que tu as dit que c'est ce modèle, aujourd'hui, je parle de l'agriculture, hein, dite industrialisée, est-ce que tu as dit que les Occidentaux qui sont levés un matin sont arrivés dans ce stade? Donc, je voudrais ici partager avec toi l'avantage de l'agriculture industrielle, les inconvénients, et comment est-ce qu'on devrait aussi s'y prendre pour ne pas justement tomber dans ces travers. Parce que le but d'un entrepreneur, c'est d'apprendre des erreurs des autres. C'est d'évoluer avec son temps. C'est de comprendre que la vie est évolutive. La vie n'est pas figée. Ce qui était bon il y a 10 ans n'est pas forcément bon aujourd'hui. Donc on se doit d'améliorer. Ce n'est pas parce qu'on a fait des erreurs il y a 10 ans qu'on va rester focus là-dessus à se dire non, on ne change pas. Non, on évolue. On est appelé tel qu'à évoluer. On est appelé à s'améliorer. Les techniques sont aussi appelées tel qu'à évoluer. La technologie tel qu'à évolue. Donc c'est ce que je vais te faire comprendre ici. Donc comprendre ici que lorsque tu vas aller te lancer dans le domaine agricole, il faut déjà savoir quel est le modèle agricole que tu veux faire. Tu entendras qu'il y a 3 types, je dirais même 4 types. Ça, c'est ce qui est répété, il y a plusieurs. Donc, il y a ce qu'on appelle communément, tel que généralement, l'agriculture conventionnelle ou l'agriculture intensive. Donc, dans l'agriculture conventionnelle, c'est là où tu entendras généralement parler de l'agriculture industrielle. Mais est-ce que l'agriculture telle que se veut d'être industrielle? Je vais telle que développer. Là, pour l'instant, je te parle de l'agriculture moderne, donc dite mécanisée. Donc, quand on dit intensif, industriel, mécanisé, tu verras forcément que c'est ça sur la monoculture aussi. Parce que l'agriculture industrielle vient nous imposer la monoculture. Et je vais te dire aussi que les conséquences du fait d'être sur la monoculture. Tu as l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, c'est une autre philosophie. Hein. Ce que je te dis là, c'est des personnes. Tu vois que les philosophies et que les mentalités sont en train d'évoluer. Donc, dans l'agriculture raisonnée aujourd'hui, c'est l'utilisation, c'est-à-dire qu'on utilise moins les pesticides, moins les engrais, moins les produits chimiques, moins la mécanisation. Alors que dans l'agriculture intensive, industrielle, mécanisée, sur la monoculture, on utilise, c'est-à-dire qu'à outrance, la mécanisation, donc pour labourer, pour récolter, on utilise, c'est-à-dire qu'à outrance, les produits chimiques, donc herbicides, fongicides, nématicides, raticides, les engrais. Donc tu vois que les mentalités évoluent. On a maintenant des personnes qui optent beaucoup plus vers une agriculture raisonnée. Tu as une autre catégorie de personnes qui, elles sont plus, c'est-à-dire que pour l'agriculture biologique. Donc c'est une autre forme d'agriculture. L'agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique ici, c'est de travailler, c'est-à-dire qu'avec les éléments, avec de plus en plus, sans utilisation, c'est-à-dire que de produits chimiques. Ou du moins, c'est-à-dire que voilà, pas du tout d'utilisation de produits chimiques. Pas des bioagresseurs. Parce qu'on a une catégorie de personnes aussi, de population aussi, qui veulent manger, c'est-à-dire que des aliments sains. Des aliments, c'est-à-dire que pas souillés, c'est-à-dire qu'avec des produits chimiques. Avec aussi moins d'utilisation, c'est-à-dire que de mécanisation. Sinon, pas d'utilisation de mécanisation, parce que tu sais aussi que la mécanisation ici, ça demande l'utilisation des pesticides, autant pour moi du pétrole, donc du carburant. Et un tracteur, ça pollue aussi, c'est-à-dire que par le fait, c'est-à-dire que de dégager, c'est-à-dire que les gaz. Et on sait aussi aujourd'hui que la pollution, c'est-à-dire que c'est l'agriculture, c'est-à-dire que pollue. Un des secteurs qui pollue le plus par rapport, c'est-à-dire au gaz d'effet de serre. Donc, pas d'utilisation de tracteurs, pas d'utilisation, c'est-à-dire que des polluants comme le plastique. Tu vois, c'est d'autres pensées. Tu as encore, c'est-à-dire que d'autres personnes encore qui sont beaucoup plus pour la permaculture. Donc la permaculture ici, c'est le fait, c'est-à-dire d'imiter la nature tout simplement. C'est de produire
sur une petite superficie, sans utilisation, c'est-à-dire que d'engrais, de pesticides, de nématicides, de produits chimiques, sans utilisation de mécanisation, on utilise juste la petite, c'est-à-dire les petits outillages, donc râteau, lunette, tout ce qui est pelle. On travaille beaucoup plus avec la main. Et là-dedans, on imite la nature. Donc, on va planter beaucoup plus de légumes, d'arbres fruitiers, beaucoup plus de cultures sur un même espace. Et on va associer avec un élevage, c'est-à-dire que l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux, parce que là-dedans, on ne va pas utiliser les produits chimiques. Ça sera les déjections des animaux qui vont servir d'amendement. Et derrière, les produits les végétaux, lorsqu'on va récolter, les résidus, on va laisser au sol. Donc, avec la permaculture, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Donc, là-dedans, on essaie d'imiter la nature. Donc, tu vois que c'est les mouvances, les choses que tu dois savoir. Toi qui es agriculteur, tu dois comprendre que la vie évolue. On a des personnes qui sont beaucoup plus aujourd'hui, plus même à acheter des produits, c'est-à-dire voilà, les produits de proximité, produits de façon, c'est-à-dire voilà, sans polluer, c'est-à-dire que la nature avec le fait d'aller produire à des kilomètres. Donc, il y a ce qu'on appelle l'agriculture de proximité aussi. Donc, tu vois, parce que je t'ai parlé de la taxe carbone, tel que sur d'autres vidéos, il y a ce qu'on appelle la taxe carbone. Il y a des personnes qui ne veulent pas savoir qu'on a produit leurs légumes à des milliers de kilomètres, que ça a eu à prendre les transports. Parce que quand ça prend les transports aussi, il y a la pollution, il y a la pollution de l'air, il y a aussi que les légumes arrivent des fois dans des mauvaises conditions. Donc tout ça, tu dois intégrer ça, toi en tant que producteur ou productrice, toi en tant qu'agriculteur, tu dois comprendre dans quel segment tu dois être. Tu dois savoir le besoin des consommateurs. Tu vois? Donc, maintenant, tu seras tenté à me demander c'est quoi une agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, ici, c'est une agriculture, c'est un type d'agriculture moderne, comme je t'ai dit, moderne, qui vient apporter par sa modernité et des fois des techniques, mais avec pour but ici de produire beaucoup plus, de favoriser la productivité. Donc là-dedans, c'est pour ça qu'on va utiliser les tracteurs afin de pouvoir, c'est-à-dire que déjà les engins, les gros engins, pour pouvoir abattre les arbres, pour pouvoir justement travailler sur des très grosses superficies, les tracteurs pour pouvoir labourer les grandes surfaces, de l'engrais chimique pour pouvoir apporter beaucoup plus de productivité, des pesticides, des nématicides. Donc maintenant, comprendre que ça, c'est dans le but de pouvoir créer la productivité. Mais l'inconvénient maintenant, c'est quoi? L'inconvénient, c'est qu'avec l'agriculture industrielle, ça nous impose la monoculture. La monoculture. Donc ça veut dire que si tu es sur 1000 hectares, tu es obligé de faire 1000 hectares de maïs, 1000 hectares de soja, 1000 hectares, c'est-à-dire que de doublons, de blé. Je ne sais pas si tu vois un peu la nuance. Lorsque tu es dans la monoculture, ça détruit aussi, c'est-à-dire que ça détruit la biodiversité. L'agriculture industrielle, sur la monoculture, détruit la biodiversité. La biodiversité, ici, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a comme microfaune et macrofaune. C'est les insectes. Et beaucoup plus des insectes pollinisateurs. Ça vient tuer les abeilles. Donc tu vois tous ces insectes que tu vois des fois au champ, tu as peur. Mais c'est très important. Les fourmis, les escarabées, les scoramboles, les mille-pattes, les vers de terre, les abeilles, les rats, les serpents, les agoutis, tous ces animaux-là, c'est ce qu'on appelle l'écosystème, la biodiversité. Tous les insectes qu'on a, les insectes volants. Parce qu'il faut comprendre que c'est grâce aux insectes qu'on arrive à produire. Ce n'est pas grâce à l'engrais. Les engrais, sans ces insectes-là, tu ne produis pas. Mais tu vois que l'inconvénient avec l'agriculture industrielle, c'est que
lorsque tu es sur la monoculture, ça favorise la prolifération des insectes ravageurs. Donc, quand tu viens donc planter uniquement, par exemple, le soja, uniquement, tu as dit que le blé, uniquement, tu as dit que peu importe la monoculture, ça favorise la prolifération des mauvais insectes, donc des insectes ravageurs. Et qu'est-ce qu'on va te conseiller de faire? On va te demander de venir pomper, c'est-à-dire que les insecticides. Ça favorise la prolifération des champignons. Qu'est-ce qu'on va te conseiller? On va te dire, viens verser les produits fongiques. Et quand tu fais dans les céréales, les rats viendront attaquer, on va te dire, il y a des raticides. Donc, quand tu fais ça, quand tu verses, tu sais que là-dessus, le produit ne choisit pas le type d'insecte. Il y a ce qu'on appelle les insectes, c'est-à-dire que voilà, il y a des ravageurs et puis il y a des insectes auxiliaires. Les insectes auxiliaires, ce sont ces insectes ici qui viennent polliniser ta plante pour que ça produise. Les insectes auxiliaires sont les bons insectes qui viennent aggrader ton sol. Donc quand tu viens pomper comme ça tue tout le monde. Et donc quand ça tue toute cette biodiversité, voilà comment ça détruit, c'est-à-dire que l'écosystème. C'est pour ça que tu n'as pas les meilleurs rendements. C'est pour ça que tes plantes ne fleurissent même pas. C'est pour ça que tes plantes peuvent fleurir et ne même pas produire. Parce que les insectes ne sont pas venus polliniser. C'est très important de comprendre cette partie-là. C'est pour cela que l'agriculture, normalement, ne doit pas être industrielle. L'agriculture doit être une agriculture du vivant. Donc, quand tu m'entends parler du vivant, le vivant, c'est ça, c'est l'écosystème. C'est tous ces insectes-là. Donc, tu t'entends à me dire, mais pourquoi tu as dit qu'on parle donc, on nous dit donc que si on ne produit pas de façon intensive, la population, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas nourrir toute la population. Mais tu vois donc ici, on produit de façon intensive sur la monoculture, ce n'est pas avec ça qu'on va nourrir la population. Tu vois que lorsqu'on est uniquement sur la monoculture, on ne profite pas de la diversité des cultures que nous avons. Donc, comprendre ici que si tu n'intègres pas très bien ça, tu risques de te retrouver en train de travailler et de ne pas bénéficier, c'est-à-dire que des retombées, c'est-à-dire que de ton labeur. C'est ce que les agriculteurs occidentaux ici sont en train de vivre. Ceux qui produisent sur les céréales. Parce qu'ils sont sur la monoculture des céréales, ils utilisent, c'est-à-dire que voilà, ils utilisent la mécanisation. Il faut une agriculture moderne qui est censée, qui est basée sur la productivité, mais axée beaucoup plus sur la chimie. Et tout ça, c'est-à-dire que c'est coûteux. Mais derrière, ils n'ont pas le retour sur investissement parce qu'ils ne détiennent pas les maillons. Donc je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de recul. Il faut comprendre qu'avant les années 1800, l'agriculture occidentale était une agriculture dite du vivant. C'était une agriculture dite agro-silvopastorale, où sur la même parcelle, on intégrait les arbres, les cultures et les animaux, dont les effluents des animaux amendaient le sol. Les arbres, justement, c'est-à-dire que produisaient les fruits. Les feuilles des arbres étaient tombées au sol et ça servait, c'est-à-dire que d'engrais organique. Les cultures qu'on récoltait, on récoltait les légumes, les résidus, on remettait au sol afin que ça puisse amender le sol. Parce qu'il faut comprendre ici que ce dont le sol a besoin, c'est de plus de carbone. Donc, comprendre que notre sol a beaucoup plus de carbone. Et c'est comme ça que les acteurs ont eu à travailler. Donc, comprendre ici que pour nourrir la population, pour faire une agriculture rentable ou une agriculture qui produit plus, ce n'est pas une question de superficie. C'est une question, c'est-à-dire quoi, de choix de la culture, du rendement de la culture à l'hectare et de la rentabilité de la culture à l'hectare. Et comprendre ici que je t'ai dit que l'agriculture conventionnelle, basée sur la monoculture, non, ce n'est pas ça qui donne un fort taux de rendement. Ça donne un fort taux de rendement parce qu'on est sur une grosse superficie. Parce que toi qui es sur 10 hectares, 20 hectares de monoculture, tu n'es pas plus rentable que
En fait, tu ne produis pas plus qu'une personne qui est sur l'association des cultures. Prenons un exemple concret. Tu es sur 1 hectare de soja. Moi, je suis sur 1 hectare de culture associée où j'ai fait là-dedans le maïs. J'ai mis le haricot à côté qui monte sur le maïs. J'ai mis les arachides. J'ai mis le taro. J'ai mis le macabou. J'ai mis l'igname. J'ai mis à côté quelques arbres tels que fruitiers. Tu vois qu'au mètre carré, je produis plus que toi qui produis uniquement le soja sur 1 hectare. Donc au mètre carré, toi tu vas récolter ton soja, mais moi au mètre carré, je vais récolter le maïs, le haricot, le macabo, le taro et même le fruit qui va tomber. Donc c'est comme ça qu'on calcule la productivité. Mais sauf que maintenant, avec ça, tu vois que tu ne peux pas utiliser ton tracteur. Le problème avec l'agriculture moderne, c'est que ça nous donne des procédés, des techniques, mais où on est sur la monoculture, parce que avec un tracteur, tu peux facilement récolter ton maïs, facilement récolter ton soja, quand c'est sur la monoculture. Tu peux facilement récolter, parce qu'on a conçu le tracteur pour pouvoir récolter ces cultures-là. Mais tu vois donc maintenant que si tu viens faire l'association des cultures, tu fais que le maïs, le haricot, le soja, l'arachide, le bacabo, le manioc, comme je t'ai dit, ton tracteur aura du mal. On n'a pas encore conçu un tracteur capable uniquement, tu vois, dans cette association-là, de venir récolter une culture spécifique sans détruire les autres. Tu vois qu'une fois de plus, c'est pour ça que ce modèle n'a pas le vent en poupe. Mais sinon, c'est un modèle qu'on pratique depuis la nuit des temps. C'est un modèle que nous continuons à pratiquer en Afrique. Et avec ce modèle-là, bien que nous soyons en train de cultiver sur les petites surfaces, on arrive à nourrir la population. Au point, c'est-à-dire que de ne même pas savoir comment transformer, de ne même pas savoir conserver. Donc tu vois, c'est très important ce que je suis en train de te dire. Il faut bien comprendre ça. Parce que les gens, on va avancer, que si on ne produit pas massivement, comment est-ce qu'on va nourrir la population? Mais je tiens à rappeler que pour le cas de l'Afrique, on ne meurt pas de faim. Les personnes qui meurent de faim, les personnes qui n'ont pas de quoi manger en Afrique, ou même dans les mondes modernes, c'est les personnes qui sont dans les villes. Les personnes qui vont souffrir de faim en Afrique, c'est les personnes qui sont dans des villes. Les personnes qui sont dans l'arrière-pays ne souffrent pas de famine. Parce que ces personnes-là, ont des terrains, ont des terres agricoles. Ces personnes-là travaillent la terre. Ces personnes-là vont récolter le manioc, le macabo, le taro, le poivre, le palmier à huile. Vont récolter l'igname, la banane plantain. Ces personnes ne meurent pas de faim. Tu vois, c'est encore un message qu'on nous envoie afin de pouvoir faire passer d'autres agendas. Ces agendas qui vont nous vendre, qui vont pouvoir permettre aux grands groupes agro-industriels des semences, des productions, c'est-à-dire que de la mécanisation, de la production des produits phytosanitaires, de faire leur business. Et nous pousser cette fois-ci à aller plutôt travailler sur la monoculture. Mais quand on va te dire maintenant que la population va mourir de faim, on va dire qu'est-ce qu'il faut aller produire? On va te dire qu'il faut aller produire le soja. Il faut aller produire avec le maïs sur des milliers d'hectares. Tu vois que quand on fait ça, quel est le message que ça nous envoie? Ça vient détruire les richesses que nous avons, c'est-à-dire que sur les variétés, c'est-à-dire que culturelles. Mais lorsqu'on va creuser, on se rend compte que le danger qu'il y a là, c'est que on a comme ça deux multinationales qui détiennent 95% des semences mondiales. Et ça, c'est une aberration. Les semences où la nature nous a donné gratuitement. Et ces semences, tu es obligé d'aller acheter à chaque fois, afin de pouvoir produire. Donc, ce que je suis en train de te dire ici, c'est pour que tu te questionnes, pour que tu t'interroges vers le modèle vers lequel tu vas aller. Donc, comprends que la rentabilité ne rime pas ici avec le nombre d'hectares. La rentabilité rime ici avec le choix de la culture, la rentabilité de la culture à l'hectare et le rendement de la culture à l'hectare.
Et comprendre ici qu'une agriculture qui doit nourrir ce homme, ce n'est pas une agriculture industrielle. Tu as vu, je t'ai nommé les différents modèles. Comprendre que les mentalités sont en train d'évoluer. Donc, c'est quoi une agriculture du vivant maintenant? Une agriculture du vivant, c'est une agriculture qui vient respecter, c'est-à-dire que la biodiversité, qui vient respecter l'écosystème. Comprendre qu'un agriculteur, c'est avant tout le médecin, un médecin. C'est un professeur. C'est quelqu'un qui travaille en harmonie, c'est-à-dire qu'avec la terre. C'est quelqu'un qui a la main dans la terre. Alors que l'agriculture dite aujourd'hui moderne, sur les tracteurs, l'agriculteur est déconnecté de la terre. L'agriculteur n'est plus en contact avec la terre. L'agriculteur n'est plus en contact avec la biodiversité. Donc, l'agriculteur doit plutôt aujourd'hui, un bon agriculteur, un agriculteur qui cultive le vivant, doit avoir la main dans la terre, savoir la quantité de matière organique que son sol a, savoir la quantité du vivant, donc de biodiversité, de macrofaune et de microfaune. Oui, de macrofaune et de microfaune. Parce que c'est ça, c'est cet ensemble-là qui fait en sorte que tu puisses avoir un sol vivant. Parce qu'il faut comprendre que ton tracteur, bien sûr que ça vient te faciliter, comme je dis, ça facilite la tâche, ça te permet de travailler sur les grandes superficies, mais ça vient détruire en même temps tout cet écosystème. Parce qu'un tracteur, ça pèse des tonnes. Et quand tu roules sur ce sol-là, ça compacte ton sol. Et quand ça compacte le sol, ça empêche l'eau de s'infiltrer. Quand tu viens, avec ton tracteur, il y a ce qu'on appelle l'effet de serre. Ça pollue, c'est-à-dire que l'environnement. Tu vois ce qui se passe en ce moment en Occident. Les inondations, les départs de feu, c'est tout ça, c'est toutes ces pratiques-là qui entraînent ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Mais l'avantage aussi qu'on a, c'est que c'est grâce à l'agriculture. C'est l'agriculture qui va permettre à réduire et à atténuer le changement climatique. À réduire, c'est-à-dire que les effets de serre. Comment? En pratiquant, en ayant les bonnes pratiques agricoles, en labourant moins. Tu vois, en labourant moins, en séquestrant le carbone, parce qu'il faut comprendre que les sols agricoles séquestrent le carbone. Comment? En laissant les résidus, c'est-à-dire que de nos plantes, en ayant les arbres, c'est-à-dire que dans les parcelles, les branches qui tombent, les feuilles qui tombent, les résidus, c'est-à-dire que de plantes qu'on laisse au sol, les effluents, comme les lisiers de porc qu'on vient verser, les fientes, les digestions d'animaux qu'on vient verser, on séquestre ce carbone-là. Et ça permet comme ça de diminuer l'effet de serre. Et en faisant ça, c'est comme ça qu'on travaille avec le vivant. Donc tu vois que le but ici, c'est de travailler tant que se peut, avec moins de mécanisation, d'avoir des arbres tels que dans tes parcelles. Parce que les arbres vont permettre ici de séquestrer le carbone. Comprendre que ta plantation a plus besoin, ton sol a plus besoin de carbone que de NPK, que de nitrate, donc d'azote. Tu apportes de l'azote à partir du moment où tes sols ne répondent plus. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu viens verser les produits chimiques, tu détruis que la faune et la flore, tu détruis que la biodiversité, l'écosystème. Et savoir que cet azote, ces produits chimiques que tu viens verser, ça va aller dans la nappe phréatique, aller polluer les cours d'eau. Et ces différents cours d'eau que chez nous en Afrique sont les cours d'eau que nous buvons. Donc c'est des dégâts. Savoir que lorsque tu produis aussi avec les produits chimiques, ça a des conséquences aussi sur le plan de notre bien-être. Les consommateurs vont aller manger les produits tels que justement souillés. Derrière, ils vont tomber malades. Est-ce que nous avons, justement, comme j'ai coutume à te dire, des hôpitaux de qualité? Est-ce que nous avons l'expertise pour pouvoir déceler tous ces manquements-là? Donc, tu vois, c'est la réflexion que tu te dois d'avoir. Parce que si on le dit aujourd'hui, ça avait beaucoup de recul, il faut comprendre que
L'agriculture, c'est-à-dire que chimique, a commencé en Occident dans les années 1830. Ça a pris son essor, c'est-à-dire que dans les années 1850. Donc tu vois qu'on a beaucoup de recul avec ça. Ici en Occident, il y a beaucoup de recul. Sur le fait que l'utilisation de la mécanisation, on a aujourd'hui les inconvénients de ça. Dans les années 1830 jusqu'aux années 1860, 1960, les États-Unis ont connu voilà, des dégâts énormes sur le plan voilà, de l'environnement. Si vous suivez l'histoire, que dans les années 1830 jusqu'aux années 1960, dans les États comme le Texas, la Nouvelle-Mexique, toutes ces zones-là, c'était des zones de savane. Mais les promoteurs immobiliers, les banquiers, les opérateurs économiques ont vendu ces zones-là. Il faut savoir que c'est une zone où c'est les Amérindiens qui vivaient là-dedans. Ils ont tué il faut le dire, ils ont tué les Amérindiens, tué les bisons, parce que dans ces zones-là, rien ne poussait. C'était la savane, rien ne poussait. Les Amérindiens élevaient les bisons, ils sont venus, ils ont détruit, tué tous les bisons, ils ont pourchassé les Amérindiens, et cet espace-là, ils ont vendu cet espace-là à la population américaine comme un secteur où coule le lait et le miel. Oui, les promoteurs, le monde te dit qu'il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Les populations sont venues acheter. On a vendu ce secteur que là-bas, tu plantes le maïs donne, tu plantes le blé, ça donne. Or que c'était une zone désertique. Mais les personnes qui sont venues s'installer ont commencé à cultiver. On leur a vendu, c'est-à-dire que la mécanisation, il faut connaître que les engrais ont commencé dans les années 1850. Vendu les engrais, vendu la mécanisation, ils ont commencé à travailler. La chance pour eux, c'était, les premières années où ils ont commencé, il y avait de la pluie. Donc, les productions étaient bonnes. Commencer, c'est-à-dire qu'à produire. À cette fois-ci, donc, commencer à mécaniser à outrance. Rappelle-toi, je dis, c'est la zone de savane. Quand vous regardez même le Texas, jusqu'à maintenant, c'est la savane. Ils ont commencé à mécaniser à outrance, à labourer. Pendant 6 ans comme ça, ils avaient une bonne position. Et après, la nature a repris ses droits. Ils ont connu des vagues de chaleur qui ne disaient pas le nom. Ils avaient des levées de poussière. Des levées de poussière qui allaient à plus de 20 mètres, à plus de 10-20 km de hauteur. Les maisons se sont ensevelies. Les personnes sont mortes. Les éleveurs ont perdu leur bétail. Ce qu'il leur restait à faire, c'est de déposer bilan. Ils ont tous déposé bilan. Ils ont perdu tel que les affaires et se sont remis à rebrader tel que leur terre à vil prix aux mêmes personnes qui les avaient vendu la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a transformé ces terres-là, cette fois-ci, en terre constructible. Donc les terres agricoles, on les a achetées pour les vendre cette fois-ci aux agents immobiliers, aux personnes qui vont construire, au détriment des familles qui sont venues mettre toute leur vie, mettre l'économie de toute leur vie, mettre leur énergie pour au final aller brader ces terres-là. Il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Le même phénomène s'est produit au Brésil. Le même phénomène, catastrophe écologique, s'est produit au Brésil. C'est pour cela qu'un pays comme le Brésil est très avancé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le domaine agricole. Et un pays comme le Brésil, c'est intéressant, c'est-à-dire que de suivre leur évolution, parce qu'ils ont à peu près le même climat que nous, les mêmes typologies de sol que nous. C'est les tropiques. Donc vous voyez qu'ils sont aussi allés produire comme ça à outrance avec la mécanisation. Ils ont connu les mêmes phénomènes climatiques. Levée de poussière, l'érosion, et l'érosion aussi aérienne. Levée de poussière, quand je dis poussière, c'est la matière organique qui perdait. Hein. C'est leur humus qui perdait. Ils ont perdu comme ça tout leur humus. Les sols se sont minéralisés.
les sols ne pouvaient plus être cultivables. C'est là où ils ont commencé à développer ce que vous entendez aujourd'hui, l'agriculture de conservation. C'est là où est née donc la technique de l'agriculture sans labour. C'est quoi le principe? C'est de ne plus labourer la terre. C'est de laisser le sol toujours couvert. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On plante, on met des plantes de couverture, ce qu'on appelle des légumineuses. Ces légumineuses vont fixer, c'est-à-dire que vont faire de la photosynthèse, fixer, c'est-à-dire que l'énergie, donc séquestrer l'azote. Parce qu'il faut comprendre que les légumineuses séquestrent l'azote. Donc, vont fixer l'azote, vont éviter que le sol soit toujours nu. Parce que vous voyez qu'ici, là, quand on laisse les sols nus, qu'est-ce qui se passe? Le soleil tape, ça tue, c'est-à-dire que les micro-organismes et les macro-organismes, ça rend le sol compact, dur, et ça minéralise les sols. Or que quand les sols sont couverts, et qu'on laisse les plantes de couverture, ces plantes de couverture qui sont les légumineuses, ça va favoriser quoi? Ça va favoriser la biodiversité. C'est ce qu'on appelle cultiver sur le vivant. Parce que quand tu laisses les légumineuses pousser jusqu'à maturité, ça va aller former des fleurs. Les fleurs que les abeilles vont venir butiner, ça va développer la colonie des abeilles. Parce que ces abeilles-là sont importantes pour venir polliniser la culture que tu vas faire. Ça va favoriser le développement des insectes, les criquets, les grillons, parce qu'ils vont rester sous l'ombrage que tes plantes de couverture vont faire. Mais ces grillons, ça va favoriser le développement des vers de terre. Parce que tu ne dois pas ignorer que tous ces insectes-là sont des laboureurs en fait. C'est des grands laboureurs. Eux, ils vont passer le temps à remuer ton sol, à retourner la terre. Tu ne vas même pas les payer. Ils ne vont pas te demander de salaire. Ils ne te diront pas qu'ils sont malades. Ils ne te diront pas que mon enfant était malade, c'est pour ça que je ne suis pas venu travailler. Ils ne te diront pas que je vais les congés payés. Ils ne vont pas te demander de primes. Ils vont travailler pour toi jour et nuit. La seule chose que tu dois faire, c'est de leur donner le gîte et le couvert. Le gîte ici, c'est les légumineuses que tu vas planter. Le couvert ici sont ces légumineuses qui vont tomber, pourrir. Certains vont manger. C'est de te rassurer que tu as toute la lignine sur ta plantation. Donc, qu'il y a tout du carbone. Donc, toi maintenant, une fois que tu as laissé monter, c'est-à-dire que ces légumineuses à maturité, tu viendras cette fois-ci avec une machine qu'on appelle le rouleau faca. Tu n'as plus besoin, c'est-à-dire que de labourer. Tu n'as même plus besoin de venir, faucher les herbes. Tu dois laisser, c'est-à-dire que tu viens juste avec le rouleau faca. C'est un engin avec une grosse masse cylindrique qui vient juste coucher ces légumineuses-là. Ça vient coucher les légumineuses comme un tapis, ça couvre ça comme un tapis, et tu viens planter, tu viens s'aimer maintenant directement sur ces légumineuses. C'est ça la culture, c'est-à-dire que l'agriculture de conservation, cultivée, c'est-à-dire que sous semi-couvert. Donc tu cultives sur la couverture, c'est-à-dire que végétale. Ça, c'est l'avantage que, comme j'ai dit, ça protège le sol, ça favorise la vie microbienne dans ton sol, ça permet que ton sol soit toujours meuble, souple, aéré, drainant. Donc, ça permet que l'eau s'infiltre bien. Ça évite aussi que les rayons du soleil tapent directement ton sol. Ça, c'est l'avantage que ça garde un taux d'humidité. Ça aussi, c'est un autre avantage que ça t'évite d'irriguer. C'est pour ça que vous voyez les plantations au Brésil. On va vous dire que non, nous, on n'utilise pas l'irrigation. Ils n'utilisent pas l'irrigation parce qu'ils pratiquent l'agriculture de conservation. Ils pratiquent une agriculture sous couvert végétal. Ils le font pourquoi? Ils le font parce qu'ils ont été frappés par ce phénomène environnemental dû à la culture intensive et mécanisée. C'est ce qui a développé aussi ce qu'on appelle la permaculture, comme je te dis. C'est ce qui amène aujourd'hui les gens aussi à aller beaucoup plus vers l'agriculture biologique. Donc tu vois que lorsqu'on cultive avec le vivant, il y a cet avantage qu'on peut réduire l'effet de serre. Tu vois, parce que c'est un phénomène. Regarde ce qui s'est passé à Dubaï. En une journée, il a pris la quantité de pluie de 2 ans. Regarde ce qui se passe présentement en France. Les inondations, les pluies.
c'est les conséquences de notre mode de production, de notre mode de consommation, de notre mode d'habitat. Vous voyez qu'on va de plus en plus vers les maisons écologiques. Pourquoi? Parce que chaque geste que nous faisons a une influence sur l'environnement. Donc toi, en tant que producteur, toi, en tant que consommateur, tu te dois d'être vigilant sur ce que tu consommes, la qualité des produits que tu consommes. Toi, en tant que producteur ou productrice, tu te dois d'être très vigilant sur la manière dont tu produis. Parce qu'il faut comprendre ici que notre alimentation, c'est notre médicament. Ce que tu mets dans ta bouche, c'est ça ton médicament. Et comprendre que toi, en tant qu'agriculteur, ton sol, c'est ton capital. Sans un bon sol, tu ne peux pas produire des aliments de qualité. Il ne peut même pas avoir de productivité. Donc, tu vois ici que tu dois beaucoup plus t'intéresser que sur ton taux de matière organique. Et quand on parle de matière organique ici, c'est le carbone. Le carbone, c'est les feuilles, les branches, les troncs d'arbres qui vont tomber, les racines qui vont pourrir au sol. C'est les déjections des animaux, c'est les résidus de végétaux que tu vas laisser. Donc, la matière organique ici, c'est l'humus. Donc, tu dois t'intéresser sur ton humus. Et comprendre que l'humus ici, c'est la couche arable qui est de 10 mm. Hein. 10 mm. La plante n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir produire. 10 mm. Donc, tu vois que quand tu viens avec ton tracteur qui a une fourche de plus de 50 cm, 40 cm, tu vois que tu viens détruire ce système-là. Parce qu'il faut comprendre que dans ce système où on a la microfaune et la macrofaune, tu as la microfaune qui est aérobique, tu en as qui sont aérobiques et d'autres qui sont en profondeur, qui n'ont pas besoin d'oxygène, donc qui sont anaérobiques. Donc quand tu viens avec la fourche de ton tracteur retournée, tu amènes ceux qui sont anaérobiques en surface, qui n'ont pas besoin d'oxygène, qui vont mourir, et tu ramènes ceux qui sont aérobiques en dessous, qui ont besoin d'oxygène, tu les ramènes en dessous, ils meurent. Et c'est comme ça que tu tues ton système, le système qui travaille pour toi. Et avec le tracteur, tu viens casser les agrégats, donc ce système de complexe argilo-humique. Et tu comprends ici que le meilleur tracteur pour toi, sont tes vers de terre. Tu dois te rassurer que dans ta plantation, ta parcelle, qu'il y ait des vers de terre. Parce que c'est les vers de terre qui font ce brassage de l'argile et de l'humus, qui crée le complexe argilo-humique. Donc c'est pour ça qu'on te dit que quand tu entends qu'on travaille avec du vivant, l'agriculture, c'est travailler avec le vivant. Donc quand tu travailles comme ça en symbiose avec la faune, avec la macrofaune, avec tout cet écosystème, tu produis un aliment, c'est-à-dire que de qualité, un aliment vivant. Donc tu vois, et tu vois que là tu travailles avec la nature. Tout ce que j'ai cité là, les vers de terre, les machines, ils ne te demandent aucun salaire, tu ne payes aucun franc. Or que lorsque tu optes sur l'agriculture intensive, mécanisée, c'est-à-dire qu'avec les engrais chimiques, tu vois que c'est payant. L'engrais, un sac coûte aujourd'hui dans les 35 000 francs. Les pesticides, ça coûte cher. L'herbicide, ça coûte les yeux de la tête. Le tracteur, ça coûte les yeux de la tête. Il faut mettre le carburant. Il faut acheter les raticides. Il faut acheter ci. Tu vois que tout ça, si tu n'as pas bien pensé ton business, tu ne peux pas le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est les multinationales qui font avec l'agriculture. Ici en Occident, c'est les multinationales. Et ils ont leur slogan aujourd'hui, agrandis-toi, sinon on disparaît. Aujourd'hui, tu as dit que voilà, l'agriculture familiale est en train de disparaître. Ici en Occident. Bon, nous ne devons pas faire la même erreur en Afrique en se disant que non, on doit aller vers une agriculture moderne. Non, l'agriculture ne se doit pas d'être industrielle, elle se doit d'être une agriculture qui travaille avec le vivant. Maintenant, lorsqu'on passe à la phase de transformation, bien sûr qu'en ce moment, l'agriculture vient permettre à l'industrie de se déployer. On va retrouver l'industrie maintenant dans la phase de transformation. Parce que là-dessus, c'est-à-dire quoi, ils vont apporter, comme je dis, l'industrie apporte de la technique, ça apporte un process,
ça apporte une expertise, ça rationalise et ça crée la productivité. Et avec l'industrie, aujourd'hui, ça vient aussi créer la main-d'œuvre, ça vient créer l'emploi. Mais se rassurer que la partie agricole doit rester voilà, de l'ordre du vivant. De l'ordre du vivant. Et tu vois que tout ce que j'observe ici, là, c'est un savoir-faire. Parce qu'un agriculteur, c'est un paysagiste, c'est quelqu'un qui façonne l'environnement. Donc, il y a un savoir-faire, un savoir-être. Tout ce que je te cite là, c'est des techniques, des pratiques ancestrales. Donc, qui ont une valeur, qui ont une richesse inestimable. Qu'on devrait, c'est-à-dire que justement, je veux dire, valoriser, parce que c'est un savoir-faire. L'agriculture, c'est avant tout, c'est-à-dire artisanal. C'est manuel. Il y a un savoir-faire et un savoir-être. Comme je te dis, c'est le travail en symbiose avec l'environnement, avec la biodiversité, avec l'écosystème. Donc il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être. Il faut trouver sa place parmi cet écosystème, sans détruire l'écosystème. Alors que l'agriculture industrielle, aujourd'hui dite moderne, quand on est sur son tracteur, on est déconnecté de l'écosystème. Quand tu es sur ton tracteur, tu écrases la biodiversité, tu écrases les insectes. Tu es sur ton tracteur, bien sûr, moderne, climatisé, avec des boutons partout, connectés au satellite, ayant même le Wi-Fi, bien sûr, avec une puissance de 600 chevaux. Bien sûr que tu bandes, tu es dans la technologie, mais derrière, tu ne te soucies pas des vers de terre que tu écrases, des scarabées que tu écrases, des fourmis que tu écrases, des scoramboles, des mille pattes que tu écrases, tu t'en fous de ça, alors que ce sont tes alliés en fait. Quand tu viens verser tes herbicides, tu viens verser tes produits fongiques, tu t'en fous de ça et tu es tout sur ton tracteur parce que avec cette agriculture moderne, à aucun moment l'agriculteur ne met les pieds au sol. Il verse ses herbicides, il est dans son tracteur. Il verse ses produits fongiques, il est dans ses tracteurs. Il détruit, c'est-à-dire que la microfaune, la macrofaune, il détruit la biodiversité sans se soucier. Vous voyez vers quel monde l'agriculture moderne nous a amené. Donc, voilà comment tu dois penser. Donc, tu dois aussi comprendre maintenant qu'on a des consommateurs de plus en plus aujourd'hui avisés qui comprennent ces enjeux-là. Oui, certains ont été victimes des effets pervers de l'alimentation industrielle, sont tombés malades et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus que consommer ces produits, veulent manger des légumes, des fruits issus d'une agriculture naturelle, raisonnée ou biologique. Donc toi, en tant que producteur, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que c'est un réel business sur lequel tu peux être sur la mécanisation et tu ne gagnes pas de l'argent. Que tu sois plutôt en train de servir les autres. Comprendre qu'un business qui gagne, tu dois, comme je dis, respecter l'ensemble de ces chaînes de valeur, réduire, c'est-à-dire que le plus possible, le coût de production. Mais tu vois qu'avec l'agriculture raisonnée, naturelle, de permaculture, de conservation, tu réduis, c'est-à-dire que voilà, ton coût de production. Parce que c'est là le nerf de la guerre. Quand on parle business, on se doit, c'est-à-dire que de réduire le plus possible le coût de production afin de pouvoir avoir des bonnes marges lors de la vente. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette thématique. Te dire, ne va pas juste faire l'agriculture, faire l'élevage ou faire le business parce que tu entends qu'on te parle des rentabilités. Ça devient rentable à partir du moment où tu maîtrises l'ensemble des chaînes de valeur que je viens de citer. Ça devient rentable à partir du moment où tu maîtrises la science, la technique, quand tu maîtrises les stratégies, quand tu connais les enjeux, jeux économiques, jeux stratégiques, et même, je dirais même géopolitique. Quand tu maîtrises la provenance des semences, quand tu maîtrises le savoir-faire et le savoir-être, c'est là où le business devient gagnant. Mais ne va pas dans un business parce que tu entends le slogan. Viens donner ton argent ici, on va faire la tomate.
tu vas donner et tu as tes yeux pour pleurer. Je prends assez de temps comme ça pour pouvoir éduquer parce que je sais aussi qu'on n'a pas la patience. On ne peut pas prendre assez de temps comme ça pour écouter. Parce que la pédagogie, on n'aime pas. On aime, c'est-à-dire que les vidéos que d'amusement. On aime les vidéos de Mougoupan. On aime quand on va parler sur la vie des autres. Mais lorsqu'il va falloir aller investir, on va prendre son cerveau, aller confier à quelqu'un d'autre. On va prendre son argent, aller donner que c'est toi qui sais. Donc moi, je fais ça en disant, si ça peut parler à 2 ou 3 personnes, j'aurais fait ma part. Je fais ça en te disant que je ne suis pas allé entreprendre dans le domaine agricole en suivant les autres. Je suis allé entreprendre parce que c'est une nécessité. Parce que c'est-à-dire que je maîtrise des enjeux. Parce que c'est-à-dire que moi-même, j'ai la main dans le cambus depuis la petite enfance, je travaille, j'ai la main dans la terre. Parce que derrière, c'est-à-dire que je veux faire une agriculture qui puisse nourrir, c'est-à-dire que le producteur, que le consommateur puisse manger, c'est-à-dire qu'un produit de qualité, un produit sain. Je voudrais aussi demain, c'est-à-dire que laisser, c'est-à-dire une terre saine aux futures générations. C'est comme ça que tu dois te penser. Tu ne dois pas seulement penser que je viens faire mon argent et après on verra. Je viens faire mon argent et après tant pis pour les autres. Ou je viens produire de façon barbare, avec des trucs, ben tant pis, ceux qui vont manger, tant pis. Non. Quand on vient faire un business basé sur le long terme, parce que l'agriculture, il faut penser long terme. Il faut penser que tu seras en train de produire que pendant plus de 200 ans, 300 ans. Que toi, tu vas produire aujourd'hui, tu ne sais pas là, demain, tes enfants vont prendre. Donc, il faudrait derrière qu'il y ait des bonnes pratiques, qu'il y ait le respect, et comme j'ai dit, le respect de l'environnement, le respect de l'écosystème, le respect de la biodiversité. Parce que, comme je t'ai dit, c'est cette biodiversité-là qui fait en sorte que tu aies non seulement les produits de qualité, mais que tu aies un bon rendement. Parce que sans les abeilles, tu as produit quoi? Tu as les abeilles et sans certains insectes, tes cultures ne vont pas polliniser. Même si tu produis sur 1000 hectares et qu'il n'y a pas les abeilles pour venir polliniser ces plantes-là, ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. Tu produis même sur 10 000 hectares et qu'il n'y a pas des insectes et des abeilles pour venir polliniser, ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. Et nous sommes en train de vivre ça. Un pays comme la Chine n'a plus des abeilles. Parce qu'on est en train de bitumer, de mettre le béton partout. Parce que ça pollue avec le charbon. Ça pollue avec les industries. Ils n'ont plus d'abeilles. C'est pour ça qu'ils viennent chercher les terres chez nous en Afrique. Ici en Occident, ils sont en train de perdre énormément des abeilles. Énormément d'insectes. Dû à l'industrie, c'est-à-dire voilà, à l'agriculture industrielle intensive. Dû aussi aux industries. Parce qu'il faut comprendre que les sources de pollution sont l'agriculture, l'élevage et puis les industries que nous avons aujourd'hui qui polluent, qui polluent. Et en polluant, ça détruit justement l'ensemble de l'écosystème que j'ai cité là. Ici, ils sont en train de prendre des mesures. Vous avez entendu, d'ici 2030, ils veulent réduire à moitié l'utilisation des pesticides et de la mécanisation. En Hollande, ils ont même déjà, ils veulent réduire, c'est-à-dire que de moitié les agriculteurs. Ah oui, parce que l'Hollande, c'est un des pays qui produit, c'est-à-dire qu'à outrance, qui fait à outrance l'élevage. Et le seuil d'azote, de pollution d'azote dans la nature, a triplé. Donc le gouvernement a pris cette décision drastique d'indemniser les éleveurs, d'acheter leur exploitation et qu'ils arrêtent. Nous en sommes là. Et c'est des faits concrets. C'est pour ça que vous voyez les éleveurs et les agriculteurs gréver, se plaindre. Ils sont en train de subir un système qu'ils n'ont pas demandé. C'est dans les années 1850 qu'on leur a imposé ce système-là. Ce ne sont pas eux qui imposent les normes. Ils suivent les normes. Mais aujourd'hui, on vient les faire culpabiliser que c'est de leur faute. Voilà des gens qui travaillent depuis des générations dans le secteur agricole, en respectant les cahiers de charges. Aujourd'hui, on vient leur faire comprendre que vous n'allez plus faire l'élevage, vous n'allez plus faire l'agriculture, parce que vous polluez. Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est de leur faute? Ils ont suivi le système.
le système qu'on leur a vendu depuis les années 1850. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix. Donc, c'est aussi à nous d'être très wise, à nous de réfléchir pour qu'on en arrive par là, à pouvoir tirer ce qui est bien et adapter chez nous, selon nos conditions, et puis de faire les choses. Donc, voilà le partage que je voulais avoir ici concernant l'agriculture. Il faut parler, faire l'agriculture parce que tu entends uniquement la rentabilité. Et la rentabilité rime ici avec la faisabilité, avec la connaissance. Je vais te demander de te former. Forme-toi, éduque-toi, lis, fais des recherches, entoure-toi des personnes qui sont sur le terrain. Fais des analyses, observe, même toi en tant que consommateur, regarde autour de toi, fais tes propres expériences avant de te lancer. Donc l'agriculture, ce n'est pas une affaire de slogan, c'est une science, c'est une technique, c'est des process, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être, c'est le respect de la biodiversité, c'est le respect de l'écosystème, c'est une vision sur le long terme. Tu vois, c'est un savoir-être, c'est un savoir-faire et un savoir-être. Voilà. Donc sur ce, j'espère que tu as aimé ce partage, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin qu'on soit comme ça plusieurs à bénéficier de ces connaissances-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.